Mesdames, Messieurs, il est 16h30, nous sommes bien le jeudi 29 septembre 2022. Il me paraît que c'est la grève générale à l'extérieur, donc nous sommes bien au chaud à l'intérieur et nous allons pouvoir poser notre thé, notre café, nos petits cookies et puis échanger sur un sujet qui me semble très, très, très important, qui est axé sur les facteurs de risque cardiovasculaire et plus précisément chez les femmes. Donc, pour m'accompagner dans cet échange aujourd'hui, j'ai docteur Stéphane Manzo-Silberman. Bonjour, docteur. Bonjour. Cardiologue, interventionniste et puis surtout spécialisé en santé des femmes. Merci. Sarah Moni, que vous connaissez tous depuis quelque temps déjà, qui nous accompagne depuis longtemps sur la problématique de la nutrition, du bien manger pour bien vieillir. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Adeline Robin, qui est notre coach de yoga, mais pas que. Et elle va nous raconter son parcours de vie parce que je crois qu'elle va nous apprendre plein de choses. Et puis surtout, Adeline va nous montrer en 30 minutes, en fin du change, comment pratiquer certains exercices pour retrouver la sérénité, la zénatitude. Et puis surtout, comment se décontracter après une journée de stress. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors mon parcours du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, j'ai beaucoup vécu en Asie où j'ai essayé de me former le plus possible. Ah, l'Asie. J'ai essayé de me former le plus possible à plusieurs techniques qui prennent l'humain dans son entièreté, donc dans son corps, dans l'aspect physique, dans l'aspect émotionnel et aussi dans l'aspect psychique. Et j'essaye de continuer à me former à tout ça pour vraiment pouvoir prendre chaque individu dans sa globalité. Le travail avec les femmes me paraît très important aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis aujourd'hui formatrice. Je forme des professeurs de yoga. Je forme en plusieurs techniques de massage et dans les énergies. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous trois, mesdames, nous allons accueillir notre public. Je crois qu'ils sont assez nombreux dans la salle virtuelle. Je crois qu'on est plus de 100 personnes dans la salle. Bienvenue parmi nous, public. Soyez à l'aise, installez-vous confortablement et puis on va passer une heure et demie en votre compagnie. Alors, la première des choses, je vous rappelle comment ça fonctionne, notre outil Livestore. Vous avez sur votre droite, vous avez des petits boutons. On va vous faire publier un sondage. Le premier des sondages, la première question, quand on vous accueille, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas. Donnez-nous votre sentiment de bien-être ou de bien-être en tout cas. Et ça permet vraiment de vous cerner au mieux. Alors, voilà. Par la suite, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez la rubrique questions. On préfère plutôt traiter dans la rubrique questions que dans le chat parce que ça nous permet de centraliser l'ensemble des questions et de pouvoir y répondre. Donc, si tout le monde est d'accord, on va y aller. Alors, est-ce que le sondage est passé? Est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous avez voté? Alors. Bien, très bien. Waouh! Donc, écoutez, on est heureux de vous trouver bien de votre corps, de votre tête. Première question pour le docteur Manzo-Silberman. Docteur, il me paraît que c'est une maladie qui grossit, qui double chaque année, voire même qui pourrait devenir une épidémie mondiale. Qu'en est-il actuellement de cette pathologie, de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui devient de plus en plus prégnant? Eh bien, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Il y a une augmentation qui est constatée dans l'ensemble des pays et en France, il n'y a pas d'exception, avec de plus en plus de personnes qui s'y vont présenter au cours de leur vie une maladie cardiovasculaire. Alors, qu'appelle-t-on maladie cardiovasculaire? Principalement, celles qui vont tuer, infarctus, accident vasculaire cérébral. Et c'est devenu maintenant la première cause de mortalité en France pour les femmes.
Alors pour les hommes, ça a légèrement reculé juste derrière les cancers, mais pour les femmes, jusqu'à maintenant, c'était les cancers, et notamment le cancer du sein, qui représentaient les premières causes de mortalité. Or, au jour d'aujourd'hui, plus d'un quart des décès des femmes, et c'est la première cause, vont être liés à ces maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est un premier point, une augmentation de la part de responsabilité dans les décès. Il y a également un autre point, c'est que même si ça ne tue pas, ça touche de plus en plus de personnes. Et ça, c'est un autre fait nouveau que l'on observe en France, aux États-Unis, en Europe, où il y a de plus en plus de femmes jeunes qui, jusqu'à présent, étaient censées être épargnées par ces atteintes cardiovasculaires et notamment l'infarctus. Et on note une augmentation depuis un peu plus de 15 ans. Tous les ans, il y a 5% de plus de femmes qui vont être hospitalisées pour un infarctus du myocarde avant l'âge de 60 ans, ce qui était des exceptions, puisque dans nos registres, jusqu'à présent, l'âge moyen de survenue d'un infarctus du myocarde, pour une femme, c'était entre 67 et 70 ans, et pour un homme, c'était 10 ans plus jeune. Là, on observe vraiment un recul de cet âge de survenue et de plus en plus de femmes jeunes qui vont être hospitalisées. On va questionner le public. Est-ce que vous connaissez la première cause de mortalité chez les femmes? Donc, vous avez le sondage. N'hésitez pas à donner votre truc. Docteur Manzo Silberman, il paraît que en moyenne, par jour, il y a 400 morts, 400 décès par jour liés aux pathologies cardiovasculaires, dont la moitié est attribuée aux femmes. Est-ce que c'est vrai? Exactement, tout à fait. C'est alors là, les chiffres, non pas par jour, mais par an, on a plus de 140 000 décès par an liés aux pathologies cardiovasculaires et 54% sont des femmes. Donc là, la moitié est largement atteinte. Et il paraît que aussi au niveau de la fréquence d'arrivée, j'allais dire de déclaration de ces pathologies cardiovasculaires, de plus en plus de femmes jeunes rentrent dans ce cadre-là et on est en train d'avoir les premiers symptômes, les premiers signes d'atteinte de maladies cardiovasculaires chez les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Est-ce que c'est vrai? Ah, tout complètement. Il n'y a pas un seuil des infarctus chez la femme, on en a même bien plus jeune. Hein, dans une étude qu'on a menée récemment en France, d'infarctus chez la femme de moins de 50 ans, eh bien, la plus jeune patiente incluse avait 19 ans. Donc, il n'y a pas de seuil où on peut se dire ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, après, c'est en termes de probabilité. Hein, c'est sûr que la courbe gaussienne, c'est plus aux alentours encore de 60, 65 ans. Mais ça peut commencer bien plus tôt. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de cas de femmes avant l'âge de 60 ans. Mais à quoi c'est dû? Est-ce que je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un croisement de courbes entre l'augmentation de risque chez la femme et la diminution de risque chez les hommes. À quoi c'est dû? Est-ce que ça veut dire que… Non, c'est pas, excusez-moi si je me suis mal exprimée, c'est que c'est simplement dans les pourcentages de décès attribués, chez les hommes, les néoplasies ont repris un petit peu le dessus et sont passées juste devant les maladies cardiovasculaires en France, mais ça dépend des réévaluations. Donc, c'est pas une diminution. Ce que l'on constate pour expliquer ces infarctus de plus en plus jeunes et de plus en plus, c'est des modifications dans les facteurs de risque. Jusqu'à présent, on considérait les femmes épargnées grâce à leur protection, notamment œstrogénique. C'est sûr que cette protection œstrogénique face aux autres facteurs de risque, eh bien, va être insuffisante face au tabac en premier lieu. Il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être une personne pourrait mettre en silencieux. Est-ce que c'est Adeline, c'est pas chez vous? Vous avez coupé le micro. Et Sarah, c'est chez vous? C'est possible, oui, parce qu'il y a du bruit dans l'immeuble là. D'accord. Est-ce que vous voulez bien couper votre micro? Je coupais votre micro, voilà.
Donc, ces facteurs de risque qui ont évolué. Depuis les années 80, le nombre de femmes fumeuses a considérablement augmenté. On était à moins de 10%, il y a plus de 30% des femmes, avec notamment la classe d'âge 45-65, qui sont fumeuses actives. Et ça, c'est une spécificité française. Ce taux de 30% n'est pas observé dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, une augmentation d'exposition, en premier lieu le tabac. Une augmentation également des autres facteurs de risque, sédentarité, diabète, dyslipidémie. Et puis le stress, qui est un facteur de risque cardiovasculaire également et auquel les femmes sont également soumises, avec un impact différentiel. À stress égal, eh bien, les artères des femmes ne vont pas réagir de la même façon que les hommes. Il paraît que vous avez, vous, mesdames, des artères plus fines que les nôtres. Alors, tout dépend. Le calibre artériel va être corrélé à la surface corporelle. Si on fait 1,80 m et 90 kg, on ne pourra pas avoir les mêmes artères que si on fait 1,60 m et 50 kg. Et puis surtout, ajouter à tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure, il y a aussi, vous avez des risques spécifiques liés à vos cycles. Je fais allusion à la contraception, je fais allusion à la grossesse, je fais allusion à la ménopause. Est-ce que ces événements, j'allais dire spécifiquement aux femmes, est-ce que ces événements auraient un impact de plus, de façon négative, sur vos artères? Tout à fait. Puisqu'il y a différents éléments qui vont rendre c'est une spécificité, la contraception, notamment la contraception combinée œstroprogestative, a des contre-indications. Le non-respect de ces contre-indications va augmenter le risque. Il n'est pas anodin de prescrire des œstrogènes si on a plus de 40 ans, que l'on est fumeuse. Ces œstrogènes seront également contre-indiqués en cas de surpoids et d'obésité, en raison d'une augmentation du risque de thrombose veineuse et artérielle. Donc, ça représente déjà un surrisque, mais en rapport avec les contre-indications, les associations, les combinaisons potentiellement néfastes. Il y a également ce qui est lié aux complications de la grossesse, non pas la grossesse en elle-même, ce n'est pas une maladie, mais les complications de grossesse lorsque survient une complication, et quelle qu'elle soit. Ce n'est pas seulement l'éclampsie, la préeclampsie, l'hypertension gravidique, le diabète gestationnel, les naissances prématurées, les naissances mort-nées, les petits poids de naissance, les très gros poids de naissance, tout ce qui va sortir de la norme, eh bien, va entraîner être associé à plus d'événements cardiovasculaires, donc une augmentation du risque de présenter un AVC, un infarctus dans les années qui vont suivre et qui va donc nécessiter un suivi rapproché. Je voulais juste féliciter notre public parce que au sondage, effectivement, le public a bien situé les maladies cardiovasculaires comme la première cause de mortalité chez les femmes. Arrivent en deuxième les cancers et puis en troisième les accidents de la route. À titre, juste quelques chiffres pour vous, que vous ayez bien des idées en place. Il y a 200 morts, on disait tout à l'heure, 200 décès par jour de femmes en lien avec les maladies cardiovasculaires. Il y a 33 décès par jour en lien avec les cancers et seulement 2 par accident de la route. Donc, vous voyez qu'il y a un gap entre les AVP et c'est 100 fois plus de risque quand on est une femme. Un petit mot sur les… Alors, est-ce que l'alimentation, ce qu'on boit, ce qu'on mange, joue un poids dedans, docteur? Tout à fait. L'équilibre alimentaire, et je pense que Mme Meunier va revenir là-dessus, a un impact directement sur ces risques cardiovasculaires, puisque ça va pouvoir favoriser, aggraver une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un diabète, un surpoids qui, eux, vont venir alimenter cette atteinte artérielle. C'est étonnant parce que quand je vois les femmes qui déjeunent ou qui dînent avec moi, elles mangent jamais rien et que comment on peut dire que elles ont plus de risques dans l'assiette ou dans les verres que moi? Alors, ça, c'est peut-être à Sarah que je pose la question. Peut-être que votre échantillon n'est pas représentatif de la population dans un premier temps, et donc c'est difficile
de dire sur ce stéréotype. Est-ce qu'il y a une consommation particulière, plus différenciée chez les femmes, Sarah, de façon globale? En fait, déjà, ce qu'on a vu dans les dernières études que j'ai lues, hein, c'est qu'il y a vraiment un bénéfice d'agir directement sur les risques par une alimentation protectrice. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je développe maintenant tout ce que j'ai pu recueillir comme dernières études. Allez-y, allez-y. Comme Oui, ça permet de cerner un d'accord. peu Donc, l'ensemble des tout ce facteurs. que je vais vous dire est sourcé, c'est-à-dire que j'ai toutes les sources avec les échantillons. Ce qui est reconnu, c'est vraiment le mode d'alimentation le plus protecteur, c'est le mode de régime méditerranéen, puisque il apporte déjà plusieurs bénéfices. Il est riche en fruits et légumes, et les fruits et légumes sont très, très protecteurs puisqu'ils sont bourrés d'antioxydants, donc ça va empêcher en fait l'oxydation des plaques de gras qu'on peut avoir dans les artères, puisque c'est ça qui peut boucher ce qu'on appelle la lumière, hein, le flux sanguin. Ils sont très riches en vitamine C, donc les antioxydants, vitamine C et vitamine A. Les vitamines C, pour être très pratique, on les rencontre surtout dans les agrumes, dans le kiwi, dans les fruits rouges. Et pour les légumes, on en a beaucoup dans les choux, tout ce qui est brocoli et choux, dans le poivron. L'antioxydant aussi qu'on a dans les légumes et les fruits, c'est la vitamine A. Donc tout ce qui est de couleur orange a beaucoup d'antioxydants, comme justement le melon, l'abricot, les poivrons encore. Alors il faut, si possible, plutôt privilégier le bio, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a une densité nutritionnelle 1,5 à 2 fois plus importante, ce qui fait que pour une quantité moindre, on a plus de bénéfices. Ça compense un petit peu le surplus, le prix un peu plus cher. Après, dans cette alimentation méditerranéenne, on a aussi tout ce qui est acides gras protecteurs, dont les oméga 3. Et les oméga 3, ça a été reconnu. Après, je vais vous dire dans quoi on les retrouve. Très protecteurs pour le cœur, puisqu'ils vont diminuer ce qu'on appelle les triglycérides, hein, qui sont du mauvais gras. Ils vont réguler la pression artérielle. Ils sont anti-inflammatoires, comme je vous disais, ils vont empêcher d'avoir une inflammation de ces plaques de mauvais cholestérol, anti-thrombose, anti-arythmique, donc ils sont vraiment anti-tout, oui, même anti-cancer, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On les retrouve dans tout ce qui est huile végétale oméga 3, donc ça peut être de l'huile de noix, de l'huile de colza, de l'huile de chanvre, et aussi dans tous les poissons gras, comme la sardine, le maquereau, le rouget, le thon. Il faut juste que je fasse une petite parenthèse, puisque ces poissons sont quand même chargés en mercure quand ils sont de grosse taille, puisqu'ils sont au bout de la chaîne alimentaire, le saumon, le thon. Alors moi, dans mes patients, j'ai beaucoup de personnes qui vont manger souvent chez le japonais. Et là, c'est vrai qu'ils cumulent plusieurs fois par semaine du thon et du saumon. Donc faites attention, mangez aussi des sardines et des maquereaux, puisqu'ils sont plus petits, en plus petite taille, et permettent d'avoir ces oméga 3 et pas les inconvénients. Une alimentation méditerranéenne riche en fibres aussi, apportée par les légumes et les fruits. Et les fibres, en fait, vont bien nourrir le microbiote. Et ça a toujours un impact, on s'est rendu compte dans les dernières études, justement sur le bon fonctionnement du cœur. Donc, riche également en céréales complètes, ça c'est intéressant, du riz, de la semoule, des pâtes, riche en légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, et également, comme je l'ai dit, en bon gras, c'est-à-dire bien rajouter les huiles plutôt vierges en fin de cuisson et dans les légumes crus pour garder leurs propriétés antioxydantes. Donc, Donc autrement ça, dit, c'était un petit peu le régime méditerranéen. Sarah, pour mon apéritif, pour accompagner mon petit baby de whisky, je peux continuer sur les cacahuètes ou il faut que j'aille plutôt sur les fruits à coque? Ben justement, tout ce qui est fruits oléagineux, très intéressant aussi en oméga 3, oméga 9. Par contre, c'est vrai que le sel, ça fait partie, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Là, je vais plutôt parler de tout ce qui protège. Ça fait partie des choses qui peuvent perturber le cœur.
Donc, au D'accord. contraire, oui, les fruits oléagineux, les amandes, donc plutôt les prendre non grillés, parce que c'est pareil, vous allez abîmer à la cuisson les bons acides gras, donc plutôt au naturel. Les noisettes, les noix de cajou, les pistaches, donc tout ça, c'est bon en fait, hein. C'est bon pour le cœur. Après, on a certains aliments magiques, et là, moi, j'ai été étonnée, par exemple, pour le piment, puisque le piment, il diminue la mortalité chez ses consommateurs pour une consommation 4 fois par semaine. Le risque de mourir d'une crise cardiaque diminue de 40%, ce qui est énorme, et d'AVC de 61%. Et ça, c'était une étude qui a été faite pour une durée de 8 ans. Donc, je trouve ça intéressant. Le café, alors 3 tasses par jour seraient associées à un risque plus faible de maladie cardiaque de 17% et d'AVC de 21%. Puisque l'IRM a montré que les cœurs étaient de meilleure taille et fonctionnaient mieux. Une autre boisson magique, c'est le thé vert. Alors là, il faut en boire 3 fois ou plus par semaine pour avoir les bénéfices. Ça réduit les risques cardiovasculaires pour le thé vert de 25% et le thé noir de 21%. Alors ça, ce serait dû à leur polyphénol, en fait, des éléments particuliers du thé. Ça permet notamment de réguler l'hypertension artérielle et on s'est rendu compte que ça élimine le mauvais gras. Ça diminue le mauvais gras qu'on appelle le cholestérol LDL. Par contre, une petite parenthèse, si le thé est mélangé à du lait, il y a moins de bénéfices parce qu'à ce moment-là, on a la protéine du lait qui est la caséine et qui rentre en compétition avec les polyphénols, donc les bons ingrédients. Oh my La God. betterave rouge, elle agit sur l'insuffisance cardiaque puisqu'elle diminue l'hypertension. Les fruits oléagineux, on en a parlé. Le cacao, alors je sais que tout le monde aime le cacao, enfin beaucoup de mes patients aiment le cacao. Il agit de manière positive sur la pression artérielle, sur le stress par sa teneur en magnésium. Et on s'est rendu compte que quand il est pur beurre de cacao, 50 grammes de cacao, alors ça fait peut-être beaucoup, donc il faut plutôt choisir à ce moment-là du chocolat noir avec très peu de sucre. 50 grammes de cacao diminue de 10% le risque cardiovasculaire. Et là, je voulais vraiment vous parler de l'ail, puisque lui, pour les personnes qui ont beaucoup de cholestérol, on s'est rendu compte que l'ail va réguler la pression artérielle. Il va dilater les artères, il va baisser le taux de mauvais gras dans le sang, donc LDL. Il va réduire les plaques de graisse sur les artères de moins 80%, ce qui est énorme. Alors là, c'était une étude sur 1 an. C'est-à-dire il fallait le consommer sur 1 an et ça diminuait donc ces plaques de graisse sur les artères. Moi, je trouve ça tellement incroyable quand j'ai lu ça, moins 80%. Et en plus, il fluidifie le sang, donc il est anti-thrombose. Oui, Après, excusez-moi. Sarah, Oui, moi, je vais juste vous interrompre là pour que le message soit quand même très clair. Là, quand l'on parle d'alimentation, on parle de prévention primaire, oui, c'est-à-dire bien avant sûr. survenue. Donc, quand vous dites cela fait baisser la tension, ce ne sont pas des thérapeutiques. Cela permet d'obtenir dans des chiffres de normes au sein de la normale, des chiffres légèrement plus bas au sein de la normale. Mais on ne traite pas une hypertension par ces aliments. Éventuellement, au cours de la vie, la consommation régulière de ces aliments permet d'éviter une accumulation et de développer. De la même façon que l'ail ne va pas faire réduire, je suis désolée, j'aimerais bien revoir ces sources, lorsqu'il y a des obstructions artérielles, on ne les soigne pas avec de l'ail. Donc l'ail éventuellement peut contribuer sur des modèles animaux dans des quantités de consommation extrêmement importantes, non compatibles avec une alimentation normale, à observer une réduction dans certains modèles. Mais dans une alimentation normale, ce n'est pas une thérapeutique, c'est éventuellement ce que je dis à mes patients, quelque chose, un petit plus qui pourra faire du bien. Mais ça ne se substitue pas parce qu'il y a eu des polémiques sur les traitements, notamment dyslipidémie, hypertension, cela ne se substitue pas à des ouais. thérapeutiques actives. Donc, pour que ce soit très, très clair.
hein, Non, voilà. non, on est tous d'accord là-dessus, effectivement, Voilà. et c'est Là, je juste parle de que... prévention, hein, je parle Oui, Ouais. oui, vraiment oui, de mais comme vous, prévention. comme vous pour mettre en avant les avantages de ces aliments, ça réduit la tension, ça fait baisser les plaques de cholestérol. Donc simplement pour que ce soit très clair, parce que parfois en consultation, on entend des choses qui ont été entendues, mais qu'il faut recentrer dans un cadre et dans des applications extrêmement précises, où ce sont des éléments qui permettent de meilleurs équilibres en vue de ralentir une évolutivité ou de diminuer la probabilité de survenue. D'accord, Ce non, qui n'est mais pas la même ouais, chose qu'une ouais, action c'est thérapeutique clair. de Ouais. réduction et de normalisation en cas de pathologie. Faut que j'arrête En de fait, manger ce des que spaghettis font à l'ail, souvent hein. oui, ce que font Non, souvent les médecins, c'est que vous mangez des spaghettis. D'ailleurs, si vous mettez des tomates, ça sera très bon puisque les polyphénols dont vous parlez sont présents dans la tomate. Ça a été clairement démontré et dans le vin rouge en consommation limitée. Mais ces Ouais, polyphénols sont très il, intéressants. il y a déjà Stéphane Chapin dans le public qui veut me remplacer mon baby whisky par du baby jus de carotte. Donc, si on m'enlève en plus les spaghettis à l'ail, ça va être un peu compliqué. Adeline, on a entendu tout à l'heure Dr Manzo nous dire qu'il fallait faire très attention à notre sédentarité. Donc, est-ce que le fait de pratiquer des activités physiques de façon régulière, récurrente, tous les jours, ou un minimum d'heures ou de fréquences, est-ce que ça pourrait améliorer notre santé et surtout de prévenir le bien vieillir? Complètement. Le gros problème de l'humain aujourd'hui, c'est qu'il est sédentarisé alors que c'est pas dans sa nature. On n'est pas fait pour être assis toute la journée ou juste être debout statique toute la journée. Et aujourd'hui, on se retrouve coincé dans des corps qui sont devenus complètement statiques. On devient des espèces de statues et on devient prisonnier de notre corps alors que notre corps, c'est notre véhicule pour bouger dans la vie. Donc, on devrait se sentir bien dans notre corps et être capable de courir, être capable de marcher sans avoir mal, sans avoir la respiration qui s'accélère spécialement. On ne devrait pas avoir des douleurs tout le temps. Donc, bouger au quotidien, c'est indispensable pour bien vieillir parce que plus on va être sédentaire, plus notre corps, en fait, il va se figer. Plus notre corps il va se figer, moins le sang, les énergies vont circuler. Donc, plus on va créer des stagnations. Qui dit stagnation dit problématique dans le fonctionnement du corps. Si j'ai passé toute ma journée assis et que, par exemple, mes psoas, qui sont des muscles hyper importants, qui partent de la hanche et qui vont jusqu'au diaphragme, ont passé toute la journée dans une position dans laquelle ils n'ont rien à faire normalement, je vais avoir toute ma sphère digestive, tous mes organes qui vont se retrouver tout comprimés les uns contre les autres. Et là, mon cœur, il va devoir pomper encore plus pour que tout fonctionne bien à l'intérieur de moi et que hormonalement, le travail se fasse. Donc, je vais être hyper fatiguée, je vais perdre de l'énergie à faire fonctionner mon corps correctement, alors que si j'avais pris 10 minutes pour bouger entre chaque heure et demie de ma journée, eh ben, je me sentirais beaucoup mieux et je ne serais pas en souffrance. Super. Ouais. Merci Adeline. On reviendra tout à l'heure sur les pratiques. Docteur Stéphane Manzo, Silberman, j'ai une question. On disait tout à l'heure que 30% des victimes des infarctus du myocarde, moins de 55 ans, sont des femmes. Et apparemment, il y a une augmentation énorme depuis 1999 parce qu'en 1999, on avait relevé seulement le taux de 13%. Donc, comment on peut, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers, surtout quand on est femme, pour dépister un infarctus? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a l'insuffisance coronaire qui va évoluer de manière irrégulière, aléatoire et parfois sur de très nombreuses années. Et puis l'infarctus du myocarde, donc la crise, ce qu'on appelle la crise cardiaque, ce syndrome coronaire aigu où une artère va se boucher plus ou moins complètement avec différents mécanismes. Les signes ressentis, alors on parle beaucoup chez les femmes, on dit c'est très différent, c'est très différent. Eh bien, pas tant que ça. Il y a dans 70% des cas, hommes ou femmes, une douleur thoracique. Ça, quel que soit l'âge. Quand on considère les femmes jeunes, moins de 50 ans, eh bien, c'est 90% des cas. Il y a une douleur thoracique. Donc, pour faire simple, ce qui va distinguer éventuellement les hommes et les femmes, c'est qu'on observe chez les femmes une probabilité plus importante d'avoir d'autres signes
associés à cette douleur thoracique. Non seulement d'autres, mais beaucoup d'autres. Jusqu'à 7 symptômes rapportés en plus associés à cette douleur thoracique. Et la hiérarchisation de ces symptômes n'est pas toujours favorable. Parfois, en plus de la douleur thoracique, il y aura un essoufflement, une douleur épigastrique, une douleur dorsale qui pourra être le premier symptôme rapporté. Et c'est ça qu'on appelle plutôt ces signes différents. C'est pour ça qu'il est important, au moment où il y a un quelconque niveau de l'interrogatoire, une douleur thoracique, il faut s'attacher à cette douleur thoracique, je dirais, et mettre de côté un petit peu et aller explorer, première hypothèse, infarctus. Autrement Donc, dit, c'est, quand une femme nous dit j'ai du mal à digérer, je ne me sens pas bien au niveau de la sphère digestive, je suis plus essoufflé, il ne faut pas banaliser ce genre de symptômes. Alors, d'un autre côté, on ne va pas dramatiser parce que sinon, avec ces symptômes, on ferait 5 infarctus par jour. Hein. C'est entre mal à la tête, mal dans le dos, mal à des difficultés de digestion. Moi, j'en fais 6 à 7 par jour. Donc, il y a des signes. Quand même, il y a le côté inhabituel qui est un élément extrêmement important dans la symptomatologie. Il y a à considérer également les facteurs de risque dont nous avons parlé. Et puis, c'est l'intensité également. Voilà. Et puis, c'est pour ça qu'il y a 2 catégories. Il y a l'insuffisance coronaire, l'atteinte coronaire ischémique et puis l'infarctus. Ces symptômes, il faut les définir dans un cadre. Est-ce que c'est au repos, à l'effort, dans quelles circonstances, quelles sont leurs caractéristiques? Le message peut-être à passer, c'est ne pas négliger. La phrase à bannir, c'est « ça va passer ». L'essoufflement parfois et puis ce qu'on appelle des palpitations. Beaucoup de femmes qui ont développé après derrière une pathologie cardiaque prise en charge nous ont dit que en fait pour elles pendant un certain nombre de fois où c'est arrivé, elles ont banalisé le truc en disant c'est une crise d'angoisse. Et c'est comme ça que la dernière crise qui les a terrassés a révélé effectivement cette pathologie sous-jacente de cardiovasculaire. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, un essoufflement, une dyspnée d'effort, des palpitations, surtout chez les femmes qui cumulent un peu les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a un message à leur faire passer pour dire ne restez pas avec ces crises-là, allez plutôt consulter rapidement? Tout à fait. Après, il y a à prendre en considération ces facteurs pour aller consulter et le rapidement va dépendre de l'intensité et du type de symptômes. Mais la première chose à faire, c'est d'informer la susceptibilité à une atteinte cardiaque ou un AVC. C'est de la même façon. Il y a un risque, donc il faut y penser. Dans une étude américaine de jeunes femmes moins de 50 ans qui ont présenté un infarctus, des questionnaires leur ont été remis lors de leur hospitalisation. Plus de 54% rapportaient qu'au moment où elles ont ressenti les symptômes, elles pensaient que c'était lié à un problème de digestion, de stress, de fatigue, mais en aucun cas un problème cardiaque. Donc, il y a une information, et ça c'est un message important qui est nécessaire de diffuser, c'est cette susceptibilité à une atteinte cardiaque. Après, d'un côté, il ne faut pas la banaliser, mais il ne faut pas non plus la dramatiser. Sinon, on va avoir une saturation des appels au 15 qui ne serait pas du tout gérable. Donc, c'est connaître ces facteurs de risque, les prévenir, les traiter de manière efficace. Il n'y a pas de petite tension, de petit cholestérol. Il faut les traiter à partir du moment où c'est au-delà de la norme. Il faut également être à l'écoute de ces symptômes, mais en les rationalisant. D'accord, en fonction de leur intensité, de leur côté inhabituel, pour aller consulter. Et le délai, est-ce qu'il faut en parler à son médecin généraliste, aller voir un cardiologue? Tout dépend de l'intensité, de la fréquence. Une douleur, une gêne qui persiste, qui est intense, c'est le 15. Ça ne passera pas. C'est le 15 où un médecin régulateur permettra d'orienter et de déterminer la meilleure prise en charge.
Très bien. Il y a une question dans la salle de Stella qui nous demande quelle différence entre une douleur thoracique et une douleur intercostale. Alors, une douleur intercostale, elle va être plutôt latéralisée. Et elle va être également variable en fonction des mouvements inspiratoires. Une douleur d'infarctus, classiquement, c'est plutôt derrière le sternum, sensation d'oppression, de poids très intense, voire de brûlure, avec classiquement l'irradiation dans la mâchoire comme une sensation d'étau. On profite, et apparemment, le public profite de votre présence, hein, docteur Manzo-Silberman. Ils ont bien compris que vous êtes une remplaçante digne du docteur Moustafi. Donc, il y a Anne-Marie qui nous pose la question, est-on plus à risque dans les maladies cardiovasculaires quand on a eu, étant plus jeune, une thrombophlébite? Tout dépend de l'étiologie de cette phlébite. Est-ce que c'était lié à des troubles de la coagulation? Est-ce que c'est lié à une atteinte, un déficit génétique? Et c'est une phlébite, oui, ça peut être un marqueur de susceptibilité cardiovasculaire, mais peut-être plus du côté veineux que artériel. On va rassurer Mélanie aussi, qui dit, est-ce que des crises de palpitations est à mettre en lien avec une alerte cardiovasculaire? Ces accélérations, après, le cœur est fait pour s'accélérer en cas de demande augmentée à l'effort en situation de stress. Après, si ces accélérations sont en fait des rythmes irréguliers, ça nécessite une consultation s'il n'y a pas un trouble du rythme. Mais là, c'est… Une question bête, Stéphane Manzo-Silberman, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on commence à dire qu'il faut absolument qu'on fasse de la prévention? Je dirais à la naissance, pour qu'elle soit efficace. Ça va être compliqué. Mais si on veut développer une stratégie, une politique de prévention primaire efficace, cela va commencer dès le plus jeune âge. Pour les habitudes alimentaires, pour l'activité physique. Ce sont des messages extrêmement importants de comportement qui doivent être pris dès le plus jeune âge. Et ça, on a des données également extrêmement renseignées et fournies sur des milliers de patients où l'on observe que les problèmes d'alimentation, de sédentarité, d'obésité dans l'enfance ou la jeune adolescence sont directement corrélés à des survenues prématurées d'accidents cardiovasculaires à l'âge jeune adulte. Ça n'attendra pas 50 ans, ça n'attendra pas 60 ans, ça sera avant, bien avant. Le plus tôt serait le mieux, en gros, si je retiens votre… Si on parle de prévention primaire, pour avoir tout le sens, c'est le plus tôt, c'est le mieux. Ce n'est pas à 50 ans qu'on va débuter, même si c'est très bien, mais pour une vraie prévention, on va débuter une alimentation équilibrée, on va débuter du sport. Même si ça sera toujours bénéfique que de poursuivre des comportements néfastes. Très bien. Donc, Sarah, donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, il va falloir qu'on éduque nos enfants, nos jeunes et nous-mêmes à mieux manger pour la prévention primaire. Donc, est-ce qu'il y a des aliments absolument à proscrire pour bien vieillir? Alors, en fait, il y a certains aliments et boissons à éviter. Donc déjà, il y a des dernières études qui ont été publiées, British Medical Journal, les édulcorants qui remplacent le sucre, que ce soit aspartame, acésulfame K ou sucralose, que l'on va retrouver dans les sodas et tous les produits light pour remplacer le sucre. Donc des risques ont été soulignés d'AVC pour l'aspartame et d'infarctus pour l'acésulfame K et le sucralose. Et d'après la lecture de l'étude, il semblerait que ce soit un mécanisme d'action qui passe par une perturbation du microbiote intestinal ou de la flore intestinale. Ensuite, la consommation trop régulière de viande, c'est-à-dire que quand il y a de gros consommateurs, plus de 5 fois par semaine ou plus, ça favorise les maladies cardiovasculaires puisqu'il y a aussi des composés issus du microbiote qui seraient responsables, notamment un acide aminé quand on absorbe la viande qui s'appelle la L-carnitine
qui est très présent surtout dans la viande rouge et qui se transforme en un dérivé toxique pour le cœur qui s'appelle TMAO. Sans oublier, bien sûr, quand on mange des viandes rouges, l'apport de mauvais cholestérol qui va boucher les artères, reconnues comme risque majeur d'infarctus ou d'AVC. Alors, les viandes grasses, pareil, pour être pratique, dans l'ordre descendant, ce serait le mouton, l'agneau, le porc, le bœuf et le veau. Souvent, on me dit ah bon, mais le veau c'est pas de la viande blanche, le porc non plus, le porc aussi, on pense que c'est de la viande blanche, mais ça fait partie de la famille des viandes rouges. Et en France, on s'est rendu compte qu'il y a 32% de gros consommateurs de viande et 63% de gros consommateurs de charcuterie. Et il est recommandé, d'après le dernier, entre guillemets, PNNS, Programme National Nutrition Santé, par le ministère de la Santé, de ne pas dépasser 500 grammes par semaine de viande et 150 grammes de charcuterie. Alors là, c'est un petit peu la même chose. On me parle souvent du jambon. J'ai énormément de patients qui mangent du jambon le soir parce que ça va vite. Et le jambon fait partie, bien sûr, de la charcuterie. Après, il faut mettre vraiment le point sur les aliments ultra transformés. Donc, on considère tout ce qui est ultra transformé quand ils ont subi des procédés industriels de transformation avec des huiles hydrogénées, c'est ce qu'il faut lire sur les étiquettes, des amidons modifiés, des ingrédients divers comme trop de sucre, trop de sel, du fructose, des additifs. Donc souvent, je leur dis, s'il y a plus de 2 additifs, il vaut mieux pas acheter. Et là, on n'a pas de recul en plus sur l'addition de ces éléments, parce que ça peut jouer un effet cocktail qui n'a pas été mesuré. Alors, ça va aussi perturber le microbiote, enflammer l'intestin. On va les rencontrer, par exemple, dans les soupes déshydratées, dans les charcuteries industrielles, mais ça peut être aussi, puisqu'il y a la mode des plats végétariens, sur les steaks végétaux qui vendent, qui sont quand même de l'alimentation industrielle, parce qu'ils sont très riches en sel en plus, sont beaucoup de gras saturés en excès, et aussi des contaminants issus des emballages plastiques. Alors, il a été déterminé par une étude que 10% en plus de ces aliments augmentent de 13% les maladies coronariennes et 11% les AVC. Donc ça, c'est l'INSERM qui le souligne. Il y a une autre étude espagnole sur 10 ans qui met en lumière un risque accru de mortalité, et là c'est énorme, de 62% en cas d'ingestion de 4 portions par jour de ces aliments transformés. Quand on calcule, ça peut être très rapide, puisque moi, j'ai analysé ce que mangeaient les patients. Ça peut être des céréales industrielles le matin, un plat préparé le midi, des gâteaux un petit peu trop sucrés à 4 heures, et puis un autre plat transformé le soir. Donc, ça peut aller très vite d'en avoir 4 dans la journée. Et là, on s'est rendu compte que sur une étude espagnole réalisée sur 10 ans, un risque accru de 62% quand on consomme ces 4 portions par jour. Donc, c'est énorme, je trouve. Et en plus, on a vu que ces aliments transformés, ce qui se passe, c'est que il y a moins de mastication, donc il y a moins de sentiment de satiété, puisque c'est la mastication qui va entraîner la salive, qui va entraîner des neurotransmetteurs qu'on appelle la sérotonine qui se déclenche, et du coup, qui vont donner ce sentiment de satiété. Donc là, il y aura moins de satiété, donc les personnes vont manger plus. Après, le sucre, il est addictif. Donc, depuis les années 50, les produits industriels en contiennent aussi beaucoup. C'est des facteurs de diabète et d'obésité. Et ça, forcément, ça augmente le risque cardiovasculaire. Après, on a le sel. Alors, il est conseillé de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Ceci pour éviter tout ce qui est pression artérielle, justement, qui augmente et fatigue le cœur. Et alors, pourquoi ça fatigue le cœur? Parce que a priori, ça augmente la structure, ça modifie la structure de la paroi des artères qui deviennent plus rigides. Alors, vous pouvez, c'est un conseil que je peux vous donner, acheter dans ces cas-là, si vous êtes très accro au sel, une préparation qui s'appelle le Gomasio, qui va contenir des graines
de sésame avec seulement 10% de sel, d'utiliser les épices, les herbes pour donner du goût au plat et ça vous permettra d'utiliser moins de sel. Après, je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne tout de suite sur l'alcool. Sarah, j'ai une question sur des aliments qui sont assez courants dans la population. Les œufs. Les œufs, on entend un coup c'est mauvais, un coup c'est bon. Où on en est avec la consommation des œufs au quotidien? Alors, en fait, il y a quelque chose de particulier avec les œufs, puisque justement, dans les dernières études, certes, ils apportent 200 mg de cholestérol, hein, mais d'après les dernières études, c'est notre organisme qui régule le taux de cholestérol sanguin, c'est-à-dire que quand les œufs en apportent, normalement, notre corps devrait limiter celui qu'on appelle endogène, puisqu'on en fabrique aussi. Hein. Et dans le cas contraire, quand l'alimentation en contient peu, l'organisme va en produire plus. Cependant, pour certaines personnes, il y a un dérèglement de ce phénomène, souvent d'origine génétique. Après, en conclusion, donc du coup, il y a eu des recommandations. Donc là, c'est l'American Heart Association qui a donné un avis scientifique et qui a conclu que sur la base d'une alimentation variée et équilibrée, donc on va dire type méditerranéenne, pour des personnes en bonne santé, ils peuvent même consommer jusqu'à un œuf par jour. Des personnes âgées, même 2, puisqu'elles ont plus de difficultés à manger de la viande. Et pour les végétariens, un peu plus, mais avec modération. Et ça dépend aussi de la qualité de l'œuf, parce que vous avez, par exemple, en France, une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, enfin une marque Bleu Blanc Cœur, qui contient beaucoup d'oméga 3 puisqu'on a bien nourri les poules avec des graines de lin et du coup, forcément, au bout de la chaîne alimentaire, l'œuf va être de meilleure qualité. D'accord. Donc, vaut mieux manger des œufs français que les œufs qui nous viennent de la Russie ou de l'Ukraine. D'accord, ok. On retient. Je ne sais pas s'ils font la même chose. Parce que les Docteur, graines de tournesol, je sais que c'est inflammatoire. Hein. Docteur Manzo-Silberman, vous êtes d'accord sur la notion de consommation des œufs qui est bénéfique? Bénéfique, mais de manière régulée. Donc là, vous avez parlé en fonction de l'âge, en fonction des autres sources d'alimentation et en fonction du profil lipidique d'un patient. Un patient qui a des taux de cholestérol élevés, eh bien, on ne pourra pas autoriser un œuf par jour. Donc ça aussi, c'est à adapter aux différents profils et à l'effet combinatoire. D'accord. Donc, il faut bien moduler en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire que l'on a en propre. Exactement. Comme on le module en fonction de l'âge, en fonction de l'activité physique, un sportif avec une activité extrêmement intense n'aura pas les mêmes besoins parce qu'il n'aura pas les mêmes consommations. Très bien. Et qu'en est-il du vin, de l'alcool fort, de la vodka, des trucs qui nous font bien danser le samedi soir, Sarah? Alors en fait, là, il y a des polémiques, c'est-à-dire l'alcool pourrait-il avoir un effet protecteur? Et justement, il parlait pas mal du vin rouge, mais il y a des études qui divergent, c'est-à-dire qu'il semblerait que pour les plus de 40 ans, une faible consommation d'alcool, et ils disent moins d'un verre de vin rouge par jour serait bénéfique, mais attention, ça semble vrai donc pour une consommation limitée comparée aux non-buveurs. Mais il y a une épidémiologiste qui s'appelle Catherine Hill qui remet en cause cette étude parce qu'elle dit que c'est basé sur du déclaratif. Après, il y a une autre étude qui a été publiée en 2019 par une revue Molécules qui souligne la réduction des risques des maladies coronariennes parce qu'ils disent que dans le vin rouge, il y a beaucoup de polyphénols et notamment le resveratrol. Mais c'est contrebalancé par le fait que si c'est bon pour le cœur, c'est pas bon aussi pour le cancer, puisque derrière, ça augmente les risques de cancer et de cirrhose. Donc ça a été souligné par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc aujourd'hui, d'après toutes les preuves scientifiques, il y a un chercheur d'un institut de recherche biomédicale qui dit que la meilleure chose pour notre santé, c'est quand même de consommer le moins d'alcool possible. Et là, moi, je vous fais une petite parenthèse, puisque c'est le resveratrol qui est bénéfique dans le vin. Vous pouvez consommer du raisin sec
du raisin sec de Corinthe, puisque c'est celui qui en contient la plus grande concentration. J'ai lu récemment, il y a une étude que je trouve un peu controversée sur l'aspect du bien fondé, enfin comment dire, il y a une étude américaine récente qui a dit que le fait de consommer de façon modérée de l'alcool, c'est mieux sur le plan de conservation des fonctions cognitives que les gens qui ont tout arrêté. Est-ce que c'est vrai, docteur Manceau-Silberman? Est-ce que c'est vrai, Alors, Sarah? dans la consommation d'alcool, déjà, on parle du vin. Les autres alcools forts, avec leur taux de sucre, sont à prohiber de manière claire, que ce soit ça n'a aucun bénéfice sur le plan artériel, c'est du sucre. Ça n'a aucun bénéfice, évidemment, sur le plan hépatique et sur le risque de cancer. Avec cette association, peut-être vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, on fait un parallèle cancer, maladie cardiovasculaire, les facteurs de risque sont les mêmes. Lorsqu'on se protège en pensant cardiovasculaire, on protège également au niveau cancer. Donc, il y a un recouvrement extrêmement important. Lorsqu'il y a consommation d'alcool, il faut également voir les quantités, ça vous l'avez dit, mais également les modalités. Et là, c'est un biais peut-être dans ces études dans quelles circonstances consomme-t-on de l'alcool ? Puisque ça a été également très bien étudié et démontré que la vie sociale, associative, participative est un facteur protecteur. Donc, ce n'est pas la même chose de boire un verre d'alcool seul chez soi que de le partager avec des amis en société. L'impact sera différentiel. Et malheureusement, toutes ces études n'ont pas la puissance nécessaire pour pouvoir décrire et analyser ce paramètre qui peut être un biais rencontré. Sarah? Est-ce que ces éléments, ça vous semble réel ou c'est controversé, Oui, comme on vient de le dire? En fait, quand je reçois des patients, souvent, je leur construis un plan alimentaire équilibré qui s'adapte à leur stature, leur activité, etc. Et souvent, je leur dis, il vaut mieux réserver ce que j'appelle des extras. Justement, ça peut être un verre de vin, ça peut être autre chose. Et je les limite. Je leur dis que, avec le recul, j'ai remarqué que quand ils dépassent pas 4 extras par jour, ils peuvent atteindre leur objectif. Et derrière, souvent, le fait de partager des moments de convivialité avec leurs amis, ça permet de ne pas raconter que je fais telle et telle régulation nutritionnelle et puis justement de pouvoir profiter de moments de convivialité. Donc, c'est sûr que pour pouvoir combattre un stress, puisque maintenant, il y a vraiment beaucoup de stress puisque je travaille beaucoup en entreprise, chez les salariés qui sont en consultation avec moi, contrebalancer et passer des moments de bien-être, forcément, c'est anti-stress, c'est sûr. Une question dans la salle de Nathalie, je pense que c'est pour le docteur Manceau-Silberman. Est-ce qu'avec un meilleur mode de vie, exercice physique, alimentation, on peut soigner une hypertension ou un traitement sera toujours nécessaire? Ça dépend. Tout dépend de la cause de cette hypertension. On observe en effet qu'une hypertension peut être générée par une grande sédentarité, un surpoids, et le contrôle du poids, de l'activité physique va permettre de normaliser. Ça peut se voir chez des personnes jeunes, notamment lorsque c'est des hypertensions qui concernent plutôt le deuxième chiffre, la diastolique. Donc, on ne peut pas dire ça va participer, mais dans certains cas, ce sera suffisant, notamment dans des hypertensions provoquées par une obésité. La normalisation du poids va permettre de réguler. Dans des hypertensions provoquées par des contraceptions œstroprogestatives, l'arrêt du contraceptif, l'activité physique régulière va permettre de normaliser. Donc, c'est sûr que ça va être un effet bénéfique. Est-ce que c'est suffisant? Ça dépend vraiment de l'étiologie et de l'ensemble des caractéristiques du patient. Ok, je rassure tout le monde, notre exchange est enregistré, donc vous pouvez tout à fait regarder en replay. Alors, une dernière question de Stéphane Chapin. Quel est l'examen exploratoire ou de mesure d'indicateur peut-on régulièrement mener pour prévenir la crise cardiaque, j'entends,
Cholestérol, appréciation de son rôle néfaste ou de sa médication a-t-elle évolué dernièrement, docteur? Alors, là, il y a plein de questions en une. Prévenir la crise, cette formulation est extrêmement litigieuse, je dirais, diminuer la probabilité de survenue. Parce que prévenir, c'est quand même assez présomptueux. Le cholestérol, comment on va l'explorer? On l'explore de manière très simple, c'est une prise de sang. Et le cholestérol que l'on va s'attacher à regarder, c'est notamment le LDL qui va être corrélé au risque. Ce qu'on appelait le bon cholestérol, à présent, son poids, son impact a été largement diminué. Et on sait que même si on a beaucoup de bons, d'avoir beaucoup de mauvais, ça ne va pas compenser à 50-50. Donc, c'est le mauvais cholestérol. Il y a aussi des paramètres génétiques d'exploration avec la lipoprotéine petit a, où c'est un dosage qui est recommandé au moins une fois dans une vie pour avoir une estimation du risque. Donc ça, c'est le niveau de cholestérol. Après, ça va être des explorations qui vont concerner le retentissement potentiel. Ce retentissement pourra se voir par des dopplers artériels. Est-ce qu'il y a des plaques? Où est-ce qu'elles sont situées? Ou un scanner. Mais tout ça, ça doit être intégré dans une prise en charge globale et spécialisée. Il n'y a pas de recommandation pour dire on fait tous les 6 mois. Tout dépend du contexte. Et puisque, en fonction du contexte, en fonction des autres facteurs de risque, en fonction éventuellement de pathologies qui pourront être associées, les cibles ne vont pas être les mêmes en ce qui concerne le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, le LDL, la cible devra être inférieure à 0,55, donc c'est très bas, si on a déjà fait un infarctus, un AVC, si on est diabétique, si on est hypertendu, insuffisant rénal également. On pourra autoriser jusqu'à 1, mais tout ça, ça dépend, et c'est le rôle du médecin, du cardiologue, de déterminer quelles sont les cibles en fonction de l'estimation du risque. Très bien. Alors, une dernière question pour vous, docteur Manzo-Silberman. Est-ce que le sport à tout âge, Oui. ça, c'est bien, c'est pas bien? Si oui, avec quelles précautions et à partir de quel âge? Il n'y a pas de limite dans la fourchette, il n'y a pas de limite pour le début ni pour la fin. La règle, c'est que ce soit adapté. Que ce soit adapté en fonction des capacités. Il ne faut pas que ça devienne un risque. Mais il n'y a pas de limitation, comme il n'y a pas de limitation à débuter un traitement en cas d'hypertension. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne va pas être protégé. Pareil pour le cholestérol, pour l'activité physique et pour l'arrêt du tabac. Il n'y a pas d'âge à partir duquel ça ne vaut plus la peine. Ça vaut toujours la peine. Très bien. Alors, Adeline, je crois qu'on ne vous a pas beaucoup questionné, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va être à vous là, dans quelques minutes. Le yoga, on dit que le yoga, c'est bien pour se relaxer, pour se décompresser, de se déstresser, mais quel est vraiment l'impact sur la santé, le yoga? Alors, le yoga, aujourd'hui, en Occident, on a tendance à penser que c'est uniquement une pratique physique, mais en vérité, en Asie, le yoga, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre, ça prend en compte l'alimentation, ça prend en compte beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est du préventif, en fait. C'est vraiment apprendre dès le plus jeune âge à prendre soin de soi, de la manière dont on s'alimente, la manière dont on pense, la manière dont on bouge. Donc, c'est vraiment de la prévention. Après, on a aussi du yoga thérapeutique qui va permettre de venir travailler sur des problématiques particulières, comme après un accident. Ou moi, par exemple, j'ai des personnes qui étaient bossues et qui ont réussi à redresser leur colonne grâce à une pratique régulière du yoga. Après, il y a tellement de types de yoga qui existent qu'on peut vraiment adapter en fonction des besoins de chacun. Il y a des yogas qui vont être très dynamiques et qui vont faire monter le cardio, qui vont faire transpirer, qui vont aller muscler le corps en profondeur. Il y a des yogas qui vont être très doux, sur lesquels on va pouvoir travailler autrement. On va venir détendre les fascias. Donc, on va venir créer de la souplesse et amener une détente physique qui, bien entendu, va impacter notre système parasympathique et va amener de la détente à l'intérieur de tout notre être. Après, il y a le yoga nidra qui est
la relaxation profonde, donc qui va permettre de beaucoup jouer sur le sommeil ou sur les personnes qui vont être angoissées de manière générale. C'est très, très vaste le yoga, donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est peut-être à vous maintenant de nous montrer ce qu'il faut faire pour qu'on soit plus zen, moins stressé et surtout qu'on puisse répéter ça chez nous pour une meilleure santé. Oui, alors du coup, c'est vrai que quand on en avait parlé, j'ai essayé de penser à quelque chose qu'on pouvait faire au bureau, vu qu'on était avec des gens qui sont en entreprise et que ça soit des choses qu'ils puissent faire, des petits morceaux de trucs qu'ils peuvent faire à leur pause ou qu'ils peuvent faire le midi quand ils ont du temps après déjeuner ou avant, des petits exercices sur chaise ou voilà, des choses accessibles à tout le monde qu'on peut, si on le décide, ramener dans notre journée. Allez-y, je vous laisse faire. Oui. À vous maintenant. C'est parti. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une averse et parfois on entend le bruit de l'eau qui On tombe. vous entend bien. On vous entend très bien. On vous voit bien, Adeline. Super, c'est fantastique. Donc je vais commencer ici et après j'irai me mettre sur ma chaise et vous me ferez signe si vous ne m'entendez pas. Ça marche. Ok. Donc si tout le monde peut s'installer juste confortablement, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Simplement, vous pouvez poser vos mains sur vos genoux, bien relâcher vos épaules. Vous pouvez faire quelques cercles avec les épaules et puis juste les faire descendre comme ça, les relâcher vers le sol. Et une fois que vous avez le dos bien droit, les épaules relâchées, vous pouvez simplement fermer les yeux. Relâchez bien votre ventre. Et prenez un instant pour vous écouter. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie de faire beaucoup dans la vie de tous les jours, prendre le temps de s'écouter. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait écouter plus particulièrement, c'est notre cœur. Alors, si on ramène notre attention au centre de notre poitrine, qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on ressent qu'il y a comme une oppression ? Est-ce qu'on ressent que c'est lourd ? Ou est-ce que c'est léger ? Est-ce qu'on se sent bien quand on se connecte à cet espace ? Et parfois, simplement, juste expirer quelquefois par la bouche, comme soupirer très fort, ça peut faire du bien à relâcher cet espace du cœur. Alors, on va prendre quelques profondes inspirations par le nez. Et puis, on va simplement expirer par la bouche. Allez, encore une fois. Et peut-être que là, déjà, le cœur se relâche un petit peu. Peut-être qu'on a la respiration qui se fait un petit peu plus profonde. D'ailleurs, comment est-ce qu'on respire, là, maintenant, tout de suite ? Est-ce que quand vous observez votre respiration, vous avez le sentiment de respirer profondément, comme il se devrait ? Ou est-ce que vous avez la sensation que l'air que vous inspirez reste bloqué au niveau de la poitrine, un petit peu plus bas ? Ou est-ce que ça descend bien dans le ventre ? Parce que pour que notre corps fonctionne bien, il faudrait qu'on puisse respirer dans notre ventre. Et surtout, il faudrait éviter de faire de l'apnée. Et nous, êtres humains, occupés à faire plein de choses, parfois on oublie quelque chose de très naturel qui est de respirer. Alors je vais vous inviter à respirer uniquement par le nez. Essayez de prendre de longues inspirations par le nez et expirez par le nez également. Et en inspirant, vous allez essayer de ramener votre souffle dans le ventre, le plus bas possible dans le ventre. En inspirant, on va essayer de gonfler notre ventre comme un ballon. Et en expirant, on va inviter notre nombril à se rapprocher de notre colonne vertébrale. On va prendre de longues inspirations, pousser notre nombril vers l'avant. Et sur de longues expires, on va rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Ainsi, avec notre souffle, on vient gonfler, puis rentrer notre ventre. Et on vient oxygéner toute la zone de notre ventre.
Notre souffle va faire comme un massage interne au niveau de nos organes. Alors plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Et plus on expire, plus la région abdominale va s'activer légèrement pour emmener le nombril vers l'arrière. Puis on va ramener notre souffle un petit peu plus haut. Pour ça, on peut par exemple placer nos paumes au niveau de nos côtes flottantes. Et en inspirant, on va essayer de faire gonfler toute cette région de nos côtes flottantes, de notre diaphragme, vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Et sur notre expire, on va inviter le souffle à revenir en son centre, vers notre colonne vertébrale. On prend de longues inspires, on gonfle la cage thoracique. Et sur de longues expires, on ramène vers la colonne. Toute la région de notre diaphragme va prendre de l'expansion en inspirant et va se rétracter en expirant. On crée un peu plus d'espace sur chaque inspiration. Et doucement, on va pouvoir relâcher nos paumes à nouveau sur nos cuisses, sur nos genoux. Et cette fois-ci, notre souffle, on va le ramener au centre de notre poitrine. Alors en inspirant, on va inviter notre cœur à se soulever vers le ciel. Et en expirant, on va laisser le cœur se relâcher vers la terre. On va prendre de grandes inspires, ouvrir cet espace du cœur. Et sur de longues expires, on va relâcher le corps tout entier, se laisser ancrer un petit peu plus dans le sol ou sur notre chaise. De longues inspires, le cœur s'ouvre sans que les épaules se relèvent. Et de longues expires, le cœur redescend, se relâche. Et maintenant, on va essayer de combiner ces trois manières de respirer pour pratiquer ce qu'on appelle la respiration yogique, la respiration complète. Donc, on va prendre une grande inspiration et dans un premier temps, gonfler notre ventre, puis gonfler la région de notre diaphragme, de notre plexus solaire, puis laisser le cœur se soulever vers le ciel. Et en expirant, on va ramener le nombril vers la colonne, recentrer la région du diaphragme vers la colonne et relâcher le cœur vers la terre. Prenez de longues inspires. Gonflez d'abord le ventre, suivi du plexus, puis de la poitrine. Et sur de longues expires, ramenez d'abord le ventre, puis le plexus. Et terminez par la poitrine. Et essayez d'allonger vos inspirations, d'allonger vos expirations. Et simplement, en respirant de cette manière, on vient calmer le mental, détendre notre corps et réguler notre respiration, réguler notre manière de fonctionner. Peut-être qu'on pourrait rouvrir les yeux tranquillement et reprendre un souffle un peu plus naturel. Et on va ramener du contact. On va ramener du contact avec notre corps un petit peu. Venir détendre toute cette zone autour de notre cœur. Donc, on va utiliser nos mains et on va venir se toucher. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, se toucher. Et c'est important de le faire pour se rendre compte de comment on se sent dans notre corps parfois. Donc, on peut faire des petits cercles avec le bout de nos doigts tout autour de la région du cœur, sous les clavicules, au-dessus de la poitrine. Peut-être qu'on peut venir avec la main droite sur la gauche, avec la main gauche sur la droite, et venir faire des petits cercles. Peut-être qu'on a des petites tensions musculaires. Peut-être qu'on sent qu'il y a des choses qui nous paraissent tendues. Peut-être qu'on prend conscience qu'on a des tensions
au niveau de notre poitrine, de la région du cœur. Et pour stimuler, ça va être plutôt en médecine chinoise, pour stimuler le bon fonctionnement du cœur et tout ce qui va autour, on va venir tapoter avec le bout de nos doigts. En médecine chinoise, on parle de méridiens, on parle de canaux énergétiques par lesquels notre corps est traversé. Et pour le bon fonctionnement de ces méridiens, de ces énergies qui sont censées fluidifier notre corps, on vient tapoter. Ok. Après, on va prendre notre main droite. Et avec cette main droite, on va venir chercher notre trapèze gauche. Donc, c'est le muscle que vous avez là, au-dessus de votre épaule. Imaginez que votre muscle, c'est un peu comme de la pâte à pain et que vous voulez ou de la pâte à pizza et que vous voulez faire gonfler votre pâte à pizza, on peut dire. Voilà, vous allez venir masser, appuyer, pétrir. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Pétrir votre trapèze, votre épaule. Parce que toute cette région, épaule, trapèze, les bras, la nuque, ça va être lié aussi à la zone de notre cœur. Et ça va être important de bien détendre. Donc, on va chercher avec la main droite le trapèze gauche, puis avec la main gauche, on va venir chercher le trapèze droit. Si vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, si vous êtes beaucoup assis toute la journée ou si vous conduisez beaucoup, c'est forcément une région de votre corps qui va être tendue. Et c'est important au quotidien que vous preniez le temps de la détendre. On ne peut pas demander à son corps toute la journée de faire quelque chose sans faire comme une contre-posture. Voilà, si je suis dans la même posture toute la journée, il faut que plusieurs fois par jour, je fasse une contre-posture. Sinon, mon corps, il va se rigidifier, il va s'enfermer dans une espèce de coquille. Et ça, on n'a pas du tout envie. On n'est pas des escargots. Ok, on va venir masser un petit peu l'arrière de notre nuque maintenant. Donc, je vais vous inviter à entrelacer vos doigts. Et avec la base de vos paumes, vous allez venir chercher votre nuque. D'accord ? Et vous allez venir appuyer avec la base des paumes sur les côtés de la nuque et faire des petits cercles. Vous allez vers le haut, vers l'arrière. Vous pouvez relâcher un petit peu la tête vers l'avant. Vous pouvez vous promener avec la base des paumes, un peu plus proche de vos cervicales, un peu plus vers l'avant, vers la gorge. Et faire des petits mouvements. Venir chercher cette détente un petit peu dans les cervicales, dans la nuque. Okay. On va relâcher maintenant. On va vraiment relâcher, on va complètement relâcher la tête vers l'avant. On va garder le dos bien droit, d'accord ? On ne veut surtout pas arrondir notre dos comme ça, on veut garder le dos bien droit et juste emmener le menton, inviter le menton à venir au niveau de la gorge. Et on va pousser nos cervicales vers le ciel en gardant le cœur vers le haut. Donc on garde son menton vers la gorge, les cervicales vers le ciel, le cœur vers le haut. Et on va faire des tout petits mouvements avec notre menton. On va venir chercher un petit peu vers la gauche, vers la droite. Pensez à bien respirer surtout. Et puis on va essayer de ramener un petit peu plus d'amplitude dans ces mouvements, de les faire grandir. Puis notre oreille droite va venir juste au-dessus de notre épaule droite. On va essayer de ne pas remonter l'épaule. Et l'oreille gauche, du coup, va s'éloigner de notre épaule gauche. Et nous, avec notre main droite, peut-être on peut venir déposer la main sur la tempe. Et juste avec le poids de la main, venir étirer un petit peu plus au niveau de notre nuque, sur la gauche. L'épaule gauche se relâche vers le sol. Respirez bien dans votre ventre toujours, comme on a fait tout à l'heure si c'est possible. Et sur chaque expiration, autorisez votre corps à s'étirer un peu plus. C'est vraiment sur l'expire qu'on vient chercher l'étirement. Surtout, ne faites pas d'apnée. Ça viendrait stresser votre corps, alors que nous, les informations qu'on lui envoie, c'est de la détente. Donc, rappelez-vous, prenez votre temps, restez à l'écoute, fermez les yeux si c'est plus facile pour vous. Okay. Relâchez votre main droite, laissez le menton revenir vers la poitrine, puis tranquillement amenez votre oreille gauche un peu plus proche de votre épaule gauche. Relâchez bien l'épaule droite. Peut-être que ça ira moins bas que tout à l'heure, peut-être que ça ira plus bas. On n'est pas symétrique. Peut-être que si on est droitier, venir étirer le côté droit de la nuque, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, peut-être que même mettre votre main gauche sur votre tempe droite, ce sera un peu trop demandé à votre corps. Donc, ne le faites pas si vous sentez que c'est too much pour vous pour le moment. Mais si c'est accessible, voilà, venez étirer un petit peu plus en détendant bien vos épaules.
Juste quelques respirations. Ok, on relâche un petit peu. On va simplement faire quelques cercles avec notre tête en essayant de bouger uniquement la tête. Il n'y a que la tête qui bouge, donc les deux épaules restent bien basses et bien alignées. On prend le temps, on inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Puis on va dans l'autre sens. Et on redresse à nouveau. Ok, maintenant on va venir étirer un petit peu plus dans nos épaules, ouvrir un petit peu plus cet espace. Alors sur l'inspire, je vais vous inviter à étirer votre bras droit vers le ciel. En expirant, vous allez plier le bras droit et laisser votre main droite venir à peu près entre vos deux omoplates. Et la main gauche va venir sur votre coude droit au-dessus. Et avec votre main gauche, vous allez pouvoir amener votre coude droit un petit peu plus bas. Et là, on va sentir l'étirement qui se fait dans notre épaule droite. Et on va garder notre cœur vraiment qui s'ouvre vers l'avant. Donc, il y a une légère cambrure qui se fait, le cœur qui s'ouvre et l'épaule qui s'étire. Et toujours, on pense à bien respirer. On ne vient pas créer de tension dans nos cervicales, donc si on a besoin de légèrement basculer la tête vers l'avant, on n'hésite pas à le faire. Et puis, on peut même faire des petits mouvements comme ça. Créer un petit peu plus d'espace en amenant du mouvement au niveau du haut du corps, au niveau de nos épaules. Okay. On relâche, on peut secouer un petit peu notre bras. Parfois, il y a des petites fourmis qui s'invitent dans le bras, donc on les fait partir. On ne garde pas les fourmis dans le bras. Ok, inspirez à nouveau, bras gauche vers le ciel cette fois-ci. On relâche légèrement la tête vers l'avant, on plie notre coude gauche. On essaye de relâcher la main gauche entre les deux omoplates. On vient chercher le coude gauche avec la main droite et hop, on va amener le coude avec notre main droite un petit peu plus vers le bas pour venir chercher cet étirement dans notre épaule. Respirez bien dans le ventre et sur chaque expiration, on appuie un petit peu plus. On vient chercher l'étirement un peu plus loin. Prenez encore une grande inspire. Et sur l'expire, on va pouvoir relâcher. On secoue un petit peu à nouveau. Ok. Je vais vous proposer quelques petits exercices debout maintenant. Donc, si vous êtes au bureau ou n'importe où, c'est des exercices que vous pouvez reproduire. Vous avez juste besoin de votre corps et d'être debout. Donc, normalement, c'est vraiment accessible. Donc, on va axer. J'essaie de mettre bien comme il faut. Ok. On va vraiment axer sur l'ouverture du cœur parce que c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Si vous avez besoin de légèrement plier les genoux, vous pouvez plier les genoux, mais sinon, vous restez bien droit. Donc, on va étirer nos deux bras vers l'arrière. On va venir entrelacer nos doigts et on va étirer nos deux bras. On voudrait que les mains soient le plus loin possible de nos fesses. Et en inspirant, on va venir ouvrir dans le cœur. Donc, on pousse légèrement le bassin vers l'avant. On étire nos deux bras vers l'arrière. On vient créer de l'espace dans la cage thoracique. Et en expirant, on va plier les genoux, ramener nos fesses vers l'arrière, arrondir le dos. On croise les deux mains qu'on vient pousser vers l'avant. Et on arrondit ce dos. Rétroversion du bassin. Donc j'inspire, je viens entrelacer mes mains derrière, j'active les fessiers pour pousser le pubis vers l'avant, j'ouvre le cœur et je ne laisse pas mes mains se rapprocher de mes fesses. Je vais dans l'extension, j'étire mes deux bras. Puis en expirant, hop, je repasse vers l'avant, j'arrondis mon dos. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'étire mes bras vers l'arrière, j'active les fessiers pour protéger mes lombaires et j'expire vers l'avant. Vous pouvez répéter ce mouvement une bonne dizaine de fois. Allez, une dernière. Ok.
Et chez les yogis, quand on travaille l'ouverture du cœur, je vais essayer de relever un petit peu ça. Okay. Quand on travaille l'ouverture de notre cœur, on travaille toujours l'ouverture de nos hanches. C'est vraiment deux grosses ceintures qui travaillent ensemble. Donc, c'est important de venir ouvrir les deux. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, surtout si vous avez passé beaucoup de temps assis ou à piétiner debout dans votre journée, vous voulez que ça recircule au niveau de votre bassin de hanche. Donc, vous allez prendre appui dans le sol avec votre pied gauche, par exemple. Rapprochez votre genou droit de votre poitrine, entrelacez vos doigts. Et vous allez venir plaquer votre genou droit vers votre poitrine. Donc, il va y avoir vraiment cette force qu'on va utiliser avec nos épaules pour ramener les paumes dans le genou. Et je vais continuer de pousser mon cœur vers le ciel. Donc, je pousse mon pied qui est dans le sol. Je pousse avec les paumes sur mon tibia droit pour ramener mon genou droit à la poitrine. Je ramène mes épaules vers l'arrière. Je n'ai jamais mes épaules comme ça vers mes oreilles. Ça me fait arrondir le dos. Donc, j'emmène mes épaules vers l'arrière et j'ouvre mon cœur. Et vraiment, je viens respirer dans mon ventre et je viens pousser ce genou vers ma poitrine pour venir créer comme une pression au niveau de l'insertion de mon psoas. Donc là, vous pouvez rester une bonne dizaine de respirations. Et après, vous changez de jambe. Donc tranquillement, vous pouvez dans un premier temps ramener un petit peu talon-fesse, contre-posture, ce que je disais tout à l'heure. Si on a ramené une pression à cet endroit, on veut créer une petite extension maintenant. Et on relâche. On fait la même chose avec l'autre pied, pied droit dans le tapis, dans le sol. On ramène le genou gauche vers le cœur. On entrelace nos doigts. Hop, et on ramène le genou vers la poitrine. On pense à bien respirer. Vous pouvez micro-plier la jambe de terre toujours si vous sentez qu'il y a une hyperextension qui se fait dans le genou ou si vous avez une fragilité dans le genou. Toujours micro-plier. Toujours les fessiers bien actifs, le cœur qui s'ouvre, les épaules vers le bas. Toujours on respire. Pas d'apnée, jamais. Ok. On ramène talon-fesse à nouveau. On vient chercher l'étirement un petit peu sur l'avant de la cuisse. On secoue un petit peu. On va pouvoir ramener le bout de nos doigts sur nos épaules et on va faire des grands cercles, comme si on voulait ramener les deux coudes ensemble devant et comme si on voulait les ramener aussi ensemble derrière. Normalement, ça n'arrivera pas à moins que vous ayez cassé quelque chose. Donc, vous essayez vraiment de venir ouvrir dans le cœur. À chaque inspire, on fait un grand cercle, on vient créer de l'espace dans la cage thoracique. Et sur chaque expiration, on invite les omoplates à se rapprocher un petit peu plus l'une de l'autre. On fait la même chose dans l'autre sens. Ok, on secoue un petit peu. Et là, je vais vous montrer un petit exercice que vous pouvez faire avec une chaise ou alors contre un mur qui va être vraiment super pour l'ouverture du cœur, pour venir étirer au niveau des bras, des aisselles, stimuler la bonne circulation lymphatique, c'est très important aussi. Hop. Vous pouvez ramener les deux paumes l'une contre l'autre ou bien les deux mains peuvent rester à peu près à distance d'épaule. Vous pouvez attraper votre chaise ou garder les avant-bras sur votre chaise et juste venir relâcher votre cœur vers la terre. Donc, on garde le bassin à l'aplomb de nos talons et on va venir relâcher le cœur vers la terre. Et en fait, simplement le fait de relâcher le cœur vers la terre, on va avoir un étirement qui se crée dans nos épaules, sous nos aisselles. Là, ce qui va être important aussi, c'est que vous relâchez votre tête. D'accord? On ne vient pas créer de tension, n'essayez pas de regarder vers l'avant, ça viendrait comprimer au niveau de notre gorge, de nos cervicales, alors qu'on a pris le temps tout à l'heure de venir les détendre. Donc, on ne va pas envoyer plein d'informations contraires à notre corps. Pensez à bien respirer et si vous avez la sensation qu'il y a des petits muscles qui essayent de se contracter autour de vos épaules, invitez-les à vraiment se relâcher. Là, ce que vous voulez faire, c'est créer de l'espace, créer de la souplesse dans votre corps. Donc, on ne veut pas créer de résistance, on ne veut pas créer de tension musculaire au niveau de nos épaules à ce moment-là.
Vous pouvez rester une vingtaine de respirations, un petit peu plus si vous sentez que ça vous fait du bien. Hop. Et ensuite, on va passer sur la chaise. J'ai encore un peu de temps, ça va? Ouais, super. Pardon. Donc, sur votre chaise, au bureau, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire. Tout ce que je vous ai montré au début, vous pouvez le faire sur votre chaise. Mais ce qui va être super de faire, c'est des torsions. Parce que, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai très brièvement parlé de vos psoas et c'est très très important d'en prendre soin. Et souvent, on ne pense pas à faire de torsions. Et on a besoin de faire des torsions voilà, pour venir masser nos organes, pour encourager le bon fonctionnement interne de ce qui se passe dans notre ventre. Il faut qu'on fasse des torsions. Donc, vous pouvez venir chercher votre chaise derrière et une main à l'extérieur de votre cuisse, par exemple, et juste venir chercher du regard par-dessus votre épaule gauche. Respirez bien dans le ventre quand vous faites cette torsion. Et sur chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Autorisez-vous à gagner un petit millimètre. Vous pouvez rester une bonne dizaine de respirations, comme si vous vouliez essorer votre colonne vertébrale, créer de l'espace dans tout votre abdomen. Ensuite, vous pouvez faire l'autre côté. Pareil, vous pouvez rester une bonne dizaine, une bonne vingtaine de respirations. Et ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée. Moi, je vous invite à faire cet étirement. Si vous passez toute la journée sur l'ordinateur, dans une chaise de bureau, faites-le toutes les heures, quoi. Prenez une petite pause de quelques minutes, de quelques respirations toutes les heures pour inviter les énergies, votre corps, le sang à recirculer. Ok. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de l'importance de travailler l'ouverture de vos hanches en même temps que l'ouverture de votre cœur. Alors, on a un exercice très facile qu'on peut faire, c'est simplement ramener, là je ramène ma cheville gauche juste au-dessus de mon genou droit. D'accord? Donc j'ai mon pied gauche qui est à l'extérieur de ma cuisse, il n'est pas dessus. Ça viendrait abîmer mon articulation si je viens mettre du poids vers l'avant. Donc mon articulation, elle est en dehors. D'accord? Je peux garder une main sur le genou, une main sur le pied et simplement relâcher mon buste vers l'avant. Ça va venir étirer au niveau de ma fesse gauche, de ma cuisse gauche, et ça va venir ouvrir dans ma hanche gauche également. Donc là, vous pouvez rester quelques minutes, vraiment c'est en fonction de votre ressenti. Vous pouvez aussi relâcher vos bras vers l'avant, relâchez bien la tête. Il faut vraiment penser à respirer toujours, bien rester connecté à son souffle quand on fait des exercices dans le corps comme ça. Plus vous allez envoyer l'information à votre corps que vous voulez vous détendre, de quelque manière que ça soit. Donc, par cette posture, on invite le corps à se détendre, peut-être par la pensée, par la respiration, par l'expression qu'on va avoir sur notre visage. Si on est tout crispé comme ça, le corps ne va pas se détendre. Donc, si ça tire, c'est super. On fait un petit sourire. Ça passe beaucoup mieux. Le corps, il comprend le sourire. Allez, on se redresse doucement. On ne se redresse jamais d'un coup sec, d'accord? On prend vraiment le temps. On change de côté. Vous pouvez secouer un petit peu votre jambe si vous voulez. Rappelez-vous toujours que quand on est au yoga, si on se blesse, même si c'est très rare, on ne se blesse jamais pendant une posture. On se blesse quand on rentre ou quand on sort d'une posture. Donc, pensez toujours, quand vous mettez votre corps en mouvement, à ramener de la conscience quand vous commencez et quand vous ressortez d'un exercice. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Pied droit à l'extérieur de notre jambe gauche. On relâche bien son pied. Et puis, on va descendre. Et pareil, peut-être que de ce côté-là, vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations. Donc, restez à l'écoute et peut-être que vous irez beaucoup plus loin d'un coup. Peut-être que vous irez beaucoup moins loin. Et c'est OK. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend des jours aussi. Ça dépend de ce qu'on a fait la veille, ça dépend de comment on se sent, ça dépend du taux d'humidité dans l'air peut-être, de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a bu. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut varier, d'un côté à l'autre, ça peut varier, et c'est pas grave. L'important, c'est de se faire du bien, c'est pas d'être dans la performance.
On redresse tout doucement. On retire sa jambe, on secoue un petit peu. Et normalement, il me reste une petite minute. Pendant cette minute, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on passe beaucoup de temps debout dans la vie et que pour remettre ses idées en place, quand on ne sait pas trop où on en est et quand il n'y a plus rien qui circule, c'est d'inverser la tendance. Donc avec votre chaise, vous pouvez juste vous installer sur le dos et ramener vos jambes hop, sur votre chaise et rester allongé juste quelques minutes. Ça inverse la tendance, le sang circule dans l'autre sens, ça remet les idées en place, c'est important. Si on a passé toute la journée debout, si on a passé toute la journée avec le sang qui va que dans un sens, c'est chouette de prendre 5 minutes dans la journée. C'est hyper bon pour les personnes qui font de la rétention, qui ont une mauvaise circulation au niveau des jambes. Les jambes contre le mur, les jambes sur sa chaise. Et voilà, juste prendre le temps de respirer et de laisser la tendance s'inverser. Ça peut faire beaucoup de bien et changer complètement votre journée. Et c'est super bon pour s'endormir aussi. Et j'ai tenu ma demi-heure. Les micros sont coupés, je n'entends pas du tout. Désolé, j'étais tellement bien décontracté et déstressé, donc vous voyez, j'ai tout coupé. Merci Adeline pour ce bel exercice. Je pense que ça confirme bien que le yoga nous aide vraiment à déstresser. Il me reste quelques minutes juste pour vous remercier et surtout de proposer un dernier mot. Docteur Manzo Silberman, si vous êtes avec nous encore. Tout à fait. Le mot de la fin pour la prévention cardiovasculaire et en particulier pour les femmes. Déjà, on en a parlé, on l'a redit, c'est mettre l'accent sur la sensibilisation. Les femmes sont exposées, les maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, ne sont pas des maladies exclusivement masculines ou du grand âge. Ça, c'est le premier point. Dans la majorité des cas, elles peuvent se prévenir grâce à la connaissance de facteurs de risque et à la prévention de ces facteurs de risque. Et cette prévention, on l'a dit aussi, doit commencer pour qu'elle soit réellement primaire le plus tôt possible. Merci. Sarah, le mot de la fin. Alors, le mot, bien manger, bien sûr. Et puis, si vous voulez avoir un petit résumé au niveau de la nutrition, il y a la Fédération française de cardiologie qui a donné 12 commandements de prévention cardiovasculaire au niveau de la nutrition que vous pouvez télécharger, qui reprend un petit peu en résumé ce que je vous ai présenté. Merci Sarah. Adeline, le mot de la fin. N'attendez pas d'aller mal ou qu'un événement grave se passe dans votre vie pour commencer à prendre soin de vous. N'ayez pas peur de commencer à faire une activité physique parce qu'on a juste besoin d'avoir un corps pour bouger. On n'a pas besoin d'être souple, on n'a pas besoin d'avoir de cardio. On a juste besoin d'avoir envie d'être en bonne santé. Public, avant de nous quitter, pensez à évaluer votre ressenti avec notre dernier e-change sur le sujet thématique proposé aujourd'hui et puis bien sûr sur l'outil utilisé. Moi, mon dernier mot serait qu'effectivement, on a beaucoup de facteurs non modifiables. Hein. On a l'hérédité, on a l'âge, on a le sexe, on a le statut hormonal, comme on a déjà évoqué plus tôt. Mais apparemment, on dispose quand même de 6 facteurs, de 7 facteurs, de 8 facteurs modifiables, à savoir le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol et bien sûr le stress. Donc, à vous de jouer, à nous de jouer et puis à chacun aussi de prendre soin de soi. Un grand merci pour ce soir, pour ce moment passé avec vous. Merci, docteur Manzo Silberman. À bientôt, j'espère. J'espère qu'on vous a convaincu de ce petit moment d'échange qu'on a mis en place depuis 2020, depuis la première crise Covid. Et merci Sarah encore de votre présence parmi nous. Avec plaisir. Vous nous avez toujours accompagnés ces dernières années, donc je vous remercie énormément pour les conseils de nutrition et de diététique. Merci Adeline. À bientôt, j'espère, pour d'autres séances de yoga ou d'autres séances de cohésion cardiaque. Avec plaisir. Merci public, à très vite pour d'autres sujets. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.